Peu un garçon humble guérit un patient que 12 médecins n'avaient pu soigner. Si tu es si intelligent, guéris-le, ont-ils dit. Marcel Dupont était hospitalisé depuis 3 mois dans l'hôpital le plus cher de Paris, et aucun des 12 spécialistes qui le suivaient ne savait plus quoi faire. L'homme d'affaires de 68 ans était arrivé conscient, mais maintenant, il restait immobile dans son lit, sans réagir aux stimuli, tandis que sa fille Sophie courait après des réponses qui ne venaient pas. C'est alors qu'un garçon d'environ 12 ans apparut dans le couloir de l'hôpital, insistant pour parler au médecin responsable. Il portait des vêtements simples et usés, des baskets trouées et un t-shirt vert délavé qui avait connu des jours meilleurs. « Docteur, je peux aider le monsieur dans la chambre 412 », dit Lucas au médecin qui passait en vitesse. Le garçon avait grandi au foyer Saint-Martin, un orphelinat en périphérie de la ville, et travaillait en faisant de petits services pour l'équipe de nettoyage de l'hôpital pour gagner quelques sous. Pendant ces mois, il avait observé les allées et venues des médecins, écouté des conversations dans les couloirs et compris que ce cas intriguait tout le monde. Dr Philippe Moreau, le neurologue en chef de l'équipe, s'arrêta en entendant la déclaration du garçon. « Comment ça, petit? Tu n'as même pas l'âge d'être ici seul. Je sais ce qu'il a, docteur. Ce n'est pas une maladie du corps, c'est une maladie de l'âme, » répondit Lucas avec un sérieux qui contrastait avec son jeune âge. Les autres médecins accompagnant Dr Philippe se mirent à rire. Dr François, un cardiologue expérimenté, secoua la tête, incrédule. « Tu entends ça, Philippe? Le garçon a trouvé ce que nous n'avons pas pu en 3 mois, dit-il d'un ton moqueur. « Vous voulez voir ?» demanda Lucas, ignorant les rires. « Laissez-moi entrer dans la chambre juste 5 minutes. » Dr Sylvie, la psychiatre de l'équipe, croisa les bras. « Petit, ce n'est pas un jeu. Nous traitons un cas sérieux ici. »« Moi aussi, je parle sérieusement, docteur. » Lucas la regarda droit dans les yeux. « Monsieur Marcel n'est pas malade. Il souffre. » Cette phrase fit cesser les rires de Dr Philippe. Il y avait quelque chose dans la conviction du garçon qui le troublait, une certitude qu'eux, avec tous leurs diplômes et leur expérience, n'avaient pas. Sophie Dupont arriva à ce moment-là entendant la fin de la conversation. C'était une femme de 45 ans, toujours impeccablement habillée, qui avait repris les affaires familiales depuis que son père était dans cet état. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré, mais elle gardait une posture ferme, comme quelqu'un qui ne peut se permettre de montrer de la faiblesse. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle, regardant Lucas avec méfiance. « Madame Sophie, ce garçon prétend pouvoir guérir votre père, » expliqua Dr Philippe, incapable de cacher un sourire ironique. Sophie observa Lucas de haut en bas, remarquant ses vêtements modestes et son attitude timide. « Vous laissez n'importe qui entrer ici maintenant ? Mon père paie une fortune pour être soigné par les meilleurs médecins, pas pour recevoir la visite d'un gamin des rues. » Lucas baissa la tête, habitué à ce genre de réaction, mais ne se laissa pas intimider. « Madame, je ne suis pas un gamin des rues. Je vis à l'orphelinat et je travaille ici en aidant tante Madeleine au nettoyage. Et je peux vraiment aider votre père. » Dr François éclata de rire. « Vous savez quoi? Laissons le garçon entrer. Quand il échouera, au moins il apprendra à ne pas faire de telles déclarations, » dit-il en faisant un signe à ses collègues. « Si tu es si intelligent, guéris-le. » Les autres médecins approuvèrent, voyant là une occasion de donner une leçon au garçon. Dr Philippe hocha la tête. « D'accord, 5 minutes, petit. Mais si tu n'y arrives pas, je veux que tu partes et ne reviennes plus avec ces fantaisies. » Lucas acquiesça et se dirigea vers la chambre, suivi par les médecins et Sophie, tous curieux de voir ce que le garçon allait faire. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément en ses débuts. Maintenant, poursuivons. Dans la chambre 412, Marcel Dupont était allongé sur le lit d'hôpital, les yeux fermés, respirant régulièrement, mais sans aucune réaction à son environnement. Les appareils près du lit émettaient des bips constants, surveillant ses signes vitaux, qui restaient stables, mais inchangés depuis des semaines. Lucas s'approcha lentement du lit, tandis que les médecins se positionnaient autour de la pièce, certains les bras croisés, d'autres chuchotant entre eux sur la situation ridicule à laquelle ils assistaient. « Qu'allez-vous faire maintenant, petit docteur ?» demanda Dr François, faisant rire les autres à nouveau. Lucas ignora les commentaires et s'assit sur la chaise près du lit. Il observa le visage de Marcel pendant quelques secondes, comme s'il étudiait quelque chose que lui seul pouvait voir. « Monsieur Dupont, »
dit Lucas à voix basse mais ferme. « Je sais que vous m'entendez. Rien n'est arrivé. » Les médecins échangèrent des regards complices et Sophie soupira, impatiente. Lucas continua, mais cette fois, il posa sa petite main sur celle de Marcel. « Je sais que vous souffrez beaucoup ici, » dit-il en touchant légèrement la poitrine de l'homme. « Ce n'est pas une douleur physique, mais celle du cœur. C'est à cause de Julien, n'est-ce pas ?» À ce moment, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une larme coula lentement sur le visage de Marcel, qui était resté immobile pendant des mois. Les bips des appareils changèrent légèrement et un silence absolu s'installa dans la pièce. « Docteur. » Sylvie s'approcha rapidement pour vérifier les moniteurs. « Sa fréquence cardiaque a augmenté, » murmura-t-elle incrédule. Lucas continua de tenir la main de Marcel, dont d'autres larmes coulaient maintenant. « Qui est Julien ?» demanda Sophie, la voix tremblante. Lucas se tourna vers elle, mais avant qu'il ne puisse répondre, il sentit la main de Marcel serrer légèrement la sienne, un mouvement presque imperceptible, mais bien réel. « Il a serré ma main », dit Lucas au médecin. Dr Philippe s'approcha aussitôt pour vérifier. « C'est impossible. Il n'a aucun réflexe depuis des mois. »« Monsieur Dupont, serrez à nouveau ma main si vous m'entendez, » demanda Lucas. Tout le monde retint son souffle. Après quelques secondes qui semblèrent une éternité, la main de Marcel bougea à nouveau, pressant légèrement les doigts de Lucas. La pièce resta silencieuse. Les médecins échangèrent des regards perplexes. Sophie s'approcha du lit, contemplant son père avec un mélange d'espoir et de confusion. « Comment avez-vous fait cela ?» demanda Dr Sylvie, la voix empreinte de curiosité scientifique. Lucas ne répondit pas immédiatement. Il continua plutôt de parler à Marcel. « Je sais que vous souffrez beaucoup à cause de Julien. Il m'a demandé de vous retrouver. » Cette fois, les yeux de Marcel s'ouvrirent lentement, d'abord à peine entr'ouverts, puis complètement, se fixant sur le visage de Lucas. C'était la première fois en 3 mois qu'il ouvrait les yeux et montrait des signes de conscience. Les médecins restèrent bouche bée. Docteur François, qui s'était moqué du garçon quelques minutes plus tôt, s'approcha pour examiner les pupilles de Marcel. « Il réagit aux stimuli visuels », murmura-t-il, toujours incrédule. Marcel essaya de parler, mais seul un son rauque sortit de sa gorge. Lucas prit un verre d'eau sur la table de chevet et lui en offrit quelques gorgées, que l'homme accepta avec difficulté. « Doucement, monsieur Dupont. Vous n'avez pas parlé depuis longtemps, » dit Lucas avec une patience qui impressionna même Sophie. Après quelques minutes, Marcel articula ses premiers mots. « Julien. Où est-il » Lucas regarda les médecins, puis Sophie, visiblement bouleversée. « Qui est Julien, papa » demanda-t-elle en s'approchant du lit. « Tu ne m'as jamais parlé d'un Julien. » Marcel tourna difficilement la tête pour regarder sa fille, ses yeux emplis d'une profonde tristesse. « Mon fils » parvint-il à dire avant d'éclater à nouveau en sanglots. Sophie resta pétrifiée. En 45 ans d'existence, jamais elle n'avait entendu son père mentionner un autre enfant. Elle avait toujours cru être fille unique. « C'est impossible, » dit-elle en secouant la tête. « Papa, tu n'as qu'une fille. »« Moi. » Lucas la regarda avec compassion. « Madame Sophie, Julien était votre frère. Il vivait dans le même orphelinat que moi. » Les paroles de Lucas tombèrent comme une bombe dans la chambre. Les médecins, jusque-là concentrés sur la guérison surprenante de Marcel, étaient maintenant tout oui. « Était » demanda le docteur Sylvie, notant l'emploi du passé. Lucas baissa la tête un instant avant de répondre. « Julien nous a quittés il y a 6 mois. Mais avant, il m'avait parlé de son père, un homme riche qu'il n'avait jamais vraiment pu connaître. » Marcel poussa un gémissement de douleur qui résonna dans la pièce, un son semblant venir du plus profond de son âme. Il essaya de se redresser, mais était encore trop faible. « Non, ce n'est pas possible. J'ai cherché si longtemps. »« Vous avez cherché, en effet, » confirma Lucas en lui reprenant la main. « Julien le savait. Il m'avait montré les lettres que vous envoyiez à l'orphelinat. » Sophie s'affala lourdement sur la chaise près du lit, tentant de digérer ces révélations. Son monde s'écroulait sous ses yeux. Le père qu'elle connaissait, cet homme intègre et dévoué qu'il avait élevé seul après la perte de sa mère, cachait un secret qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le docteur Philippe, essayant de recentrer l'attention sur l'aspect médical, s'approcha de Lucas.
Mon garçon, peux-tu nous expliquer comment tu savais que cela réveillerait le patient? Lucas regarda le médecin avec ses grands yeux sérieux. À l'orphelinat, il y avait une dame, Bernadette, qui s'occupait des enfants trop tristes. Elle disait toujours que certaines douleurs ne guérissent que lorsqu'on en parle, quand quelqu'un écoute vraiment. Mais comment savais-tu pour Julien et son lien avec mon père? Insista Sophie, encore perdue. Lucas inspira profondément avant de répondre, comme pour préparer une révélation importante. Julien est arrivé à l'orphelinat quand j'avais 8 ans. Il était déjà malade, mais nous avons passé beaucoup de temps à discuter. Il parlait souvent de son père, un homme qui avait bâti des entreprises mais dû faire un choix très difficile dans sa jeunesse. Marcel ferma les yeux, les larmes coulant toujours. Sa respiration s'accentua, comme si chaque mot de Lucas libérait quelque chose de longtemps enfoui. « Quel choix ?» demanda Sophie, bien qu'une partie d'elle redoutât la réponse. « Julien est né alors que ton père lançait son entreprise. Sa mère était une femme simple, femme de ménage dans son premier bureau. Il s'aimait vraiment, mais à cette époque, Lucas s'interrompit, observant Sophie avec précaution. « Continue, dit-elle d'une voix tremblante. À cette époque, ton père allait épouser ta mère, issue d'une famille aisée. Ce mariage allait sauver ses affaires, alors au bord de la faillite. En découvrant sa grossesse, sa mère comprit qu'elle ne pouvait compromettre l'avenir de l'homme qu'elle aimait. Le docteur Sylvie, fasciné professionnellement, murmura au docteur Philippe « Incroyable comment un traumatisme émotionnel peut se manifester physiquement ainsi. » Marcel rouvrit les yeux, fixant Lucas. « Elle m'a dit qu'elle quittait Paris, qu'elle ne voulait pas me nuire. J'ai tenté de l'en empêcher, mais... » « Vous épousiez la mère de Madame Sophie la semaine suivante, » compléta Lucas. « Julien m'a dit que vous aviez tout annulé, mais elle avait déjà disparu. » Sophie regarda son père avec un mélange de compréhension et de tristesse. « C'est pour ça que vous ne vous êtes jamais remarié après la mort de maman ?» Marcel acquiesça faiblement. « J'ai cherché partout. J'ai engagé des détectives. J'ai donné de l'argent à tous les orphelinats de la ville. Je n'ai jamais arrêté de chercher. » Lucas sourit tristement. Julien était au courant. Il recevait les lettres que vous envoyiez à l'orphelinat. Le directeur les lui lisait toujours. C'est pour ça qu'il savait que vous ne l'aviez pas oublié. Docteur François, qui était resté silencieux pendant toute cette révélation, s'approcha du lit pour vérifier les signes vitaux de Marcel. À sa grande surprise, tous les indicateurs étaient meilleurs qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. « Je n'arrive pas à croire ce que je vois », murmura-t-il. « La tension artérielle est normalisée, le rythme cardiaque est stable, même l'oxygénation s'est améliorée. » Lucas continua à parler à Marcel, ignorant les commentaires médicaux. « Julien avait très envie de vous rencontrer. Il gardait toutes les photos qu'il trouvait dans les journaux. Il avait un album entier, avec des articles sur votre entreprise. Pourquoi n'est-il jamais venu me voir quand il a grandi ?» demanda Marcel, d'une voix encore faible, mais plus claire que depuis des mois. « Il a essayé, monsieur Marcel. Quand il a eu 18 ans, il est allé à votre entreprise. Mais il a dit qu'en arrivant à la réception et en voyant comme tout était beau et important, il a eu peur que vous ayez honte de lui. » Sophie se leva brusquement de sa chaise. « C'est absurde. Mon père n'aurait jamais eu honte d'un fils. Il aurait accueilli ce Julien à bras ouverts. » Lucas la regarda avec compréhension. « Je le sais, Madame Sophie. Et au fond, Julien le savait aussi. Mais il avait trop peur de gâcher la vie que vous aviez construite. Il disait que vous aviez déjà une fille parfaite, une entreprise à succès, une réputation. Il ne voulait pas être le problème qui surgissait du passé. » Marcel essaya de s'asseoir dans son lit et Lucas l'aida, ajustant les oreillers derrière lui. Les médecins observaient, stupéfaits, la récupération motrice qui se déroulait sous leurs yeux. « Où était-il toutes ces années ?» demanda Marcel. Après avoir quitté l'orphelinat, il a trouvé un travail dans un garage. Il était très habile de ses mains, il réparait n'importe quoi. Il vivait dans une petite chambre au-dessus du garage, mais il était heureux. Il nous envoyait toujours des lettres à l'orphelinat pour nous raconter comment il allait. Lucas s'arrêta un moment, comme s'il se souvenait de quelque chose de douloureux. Mais il y a 1 an, il a commencé à tomber malade. D'abord, c'était juste des maux de tête, puis il a commencé à oublier des choses. Les médecins ont dit qu'il avait un problème au cerveau qu'on ne pouvait pas opérer. Le silence dans la chambre était presque palpable. Sophie était retournée à sa chaise, digérant tout ce qu'elle entendait sur le frère qu'elle n'avait jamais connu.
Quand il a su qu'il était très malade, il est retourné à l'orphelinat. Il a dit qu'il voulait passer ses derniers mois avec les gens qui avaient été sa famille quand il était enfant. Marcel ferma les yeux, la douleur émotionnelle visible sur son visage. J'aurais dû le trouver. J'aurais dû mieux chercher. Monsieur Marcel, vous avez cherché. Julien m'a montré un dossier plein de lettres que vous envoyiez aux orphelinats, aux hôpitaux, aux assistantes sociales. Il savait que vous n'aviez jamais abandonné. Docteur Sylvie s'approcha de Lucas, fasciné par la thérapie improvisée qui se déroulait. « Lucas, puis-je vous demander comment vous avez appris à faire ça, à mener cette conversation de manière si thérapeutique ?» Lucas haussa les épaules. Madame Bernadette disait toujours qu'écouter est le remède le plus puissant qui soit. Quand les enfants arrivaient à l'orphelinat très tristes, elle s'asseyait avec eux et les laissait parler jusqu'à ce qu'ils n'aient plus rien à dire. Alors la tristesse partait avec les mots. Marcel ouvrit les yeux et regarda directement Lucas. « Vous étiez son ami ?»« C'était mon meilleur ami, monsieur Marcel. Ces derniers mois, quand il était plus faible, je restais toujours à ses côtés. On parlait de tout, de ses rêves, des choses qu'il aurait voulu faire. Et de moi ?» demanda Marcel presque dans un murmure. « De vous aussi. Il disait toujours qu'il voulait trouver un moyen de vous faire savoir qu'il allait bien, qu'il ne gardait aucune rancune. Il comprenait que vous aviez dû faire des choix difficiles. » Sophie, qui était restée silencieuse, absorbant toutes ces informations, prit enfin la parole. « Il a dit quelque chose à mon sujet ?» Lucas sourit pour la première fois depuis son entrée dans la chambre. « Il a beaucoup parlé de vous, mademoiselle. Il était très fier de sa sœur. Il voyait toujours les articles dans les journaux sur l'entreprise, sur votre intelligence et votre force. Il disait qu'il aurait aimé vous connaître, mais il avait peur que vous soyez en colère contre lui pour avoir perturbé la famille. » Les larmes coulèrent sur le visage de Sophie, mais cette fois, ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, mais aussi une sorte d'étrange fierté pour un frère qu'elle n'avait jamais connu mais qu'il admirait de loin. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Continuons maintenant. Docteur Philippe, qui avait observé toute la scène avec un intérêt scientifique croissant, s'approcha de Lucas. « Jeune homme, vous réalisez ce qui vient de se passer ici. Vous avez inversé une situation que nous, avec toute notre expérience et notre équipement, ne parvenions même pas à comprendre. » Lucas regarda le médecin avec simplicité. « Docteur, je n'ai rien guéri. J'ai juste aidé monsieur Marcel à libérer la tristesse qui lui bloquait la gorge. » Docteur François, qui avait été le plus sceptique au début, s'approcha de Marcel pour une évaluation rapide. « Monsieur Dupont, pouvez-vous bouger les orteils ?» Marcel essaya et réussit à remuer ses orteils sous le drap. Ensuite, docteur François lui demanda de serrer ses mains et Marcel montra une force considérable dans les deux mains. « C'est extraordinaire, » murmura docteur François. « Nous devons documenter ce cas. »« Non, » dit Marcel d'une voix désormais plus ferme. « Je ne veux pas que cela devienne une étude ou un reportage. Cela concerne ma famille. » Il regarda Lucas avec gratitude. « Vous avez dit que Julien vous avait demandé de me trouver. A-t-il laissé un message ?» Lucas hocha la tête et plongea la main dans sa poche en sortant un petit objet enveloppé dans du papier kraft. « Il m'a donné ça pour vous. » Marcel prit le paquet avec des mains tremblantes. En l'ouvrant, il découvrit une petite voiture en bois, clairement faite à la main, avec des roues usées par le temps. « Mon Dieu !» murmura Marcel, reconnaissant immédiatement l'objet. « Vous la connaissez ?» demanda Sophie. « J'ai fabriqué cette voiture pour Julien quand il avait 3 ans. C'était son seul jouet. Quand sa mère a disparu, elle l'a emmené avec elle. Je n'aurais jamais pensé qu'il l'avait gardé. » Lucas sourit. Julien disait que c'était son jouet le plus important. Il racontait qu'il se souvenait de vous jouant avec lui sur le sol du bureau, poussant la voiture et imitant le bruit du moteur. Marcel serra la voiture contre sa poitrine, sanglotant ouvertement maintenant. Toute la douleur qu'il avait portée pendant des décennies s'échappait à travers ses larmes. « Il m'a pardonné ?» demanda Marcel entre ses sanglots. « Monsieur Marcel, Julien n'a jamais été en colère contre vous. Il disait toujours que vous aviez dû souffrir aussi, que l'amour véritable signifie parfois laisser partir les gens pour qu'ils soient heureux. » Docteur Sylvie notait mentalement tout ce qu'elle voyait, fascinée par le pouvoir curatif de la résolution émotionnelle. « Lucas, dit-elle, comment Julien savait-il que ce serait vous qui retrouveriez son père ?»
Il ne le savait pas, docteur. Mais il m'a fait promettre que si un jour je trouvais son père, je raconterais toute l'histoire. Et il y a 2 mois, quand j'ai commencé à travailler ici à l'hôpital, j'ai vu une photo de Monsieur Marcel dans le hall, dans un magazine d'affaires. Je l'ai reconnu grâce aux photos que Julien me montrait. « Et vous avez observé mon père tous ces jours ?» demanda Sophie. « Non, Madame Sophie. J'ai seulement découvert que le monsieur de la photo était hospitalisé ici il y a 1 semaine, quand j'ai entendu les médecins discuter dans le couloir du cas compliqué de l'homme d'affaires de la chambre 412. Docteur Philippe secoua la tête, encore en train de tout assimiler. « Et vous étiez sûr que le problème était émotionnel ?»« Docteur, à l'orphelinat, on apprend à reconnaître quand quelqu'un est vraiment triste. Monsieur Marcel avait la même attitude que Julien quand il est arrivé là-bas. On aurait dit qu'il avait une pierre très lourde sur la poitrine qui l'empêchait de respirer correctement. » Marcel, qui avait réussi à s'asseoir complètement dans son lit maintenant, regarda Lucas avec une intensité qui fit se sentir important pour la première fois de sa vie. « Lucas, je veux te poser une question, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. Vous pouvez demander, monsieur Marcel, tu crois que Julien serait heureux si j'essayais d'être son père même après son départ ?» Lucas inclina la tête, ne comprenant pas tout à fait. « Comment ça, monsieur ?» Marcel regarda Sophie qui observait la conversation avec une attention grandissante. « Sophie, tu te souviens qu'il y a quelques années, j'ai commencé ce projet de rénovation de l'orphelinat Saint-Martin ?» Sophie acquiesça. « Je m'en souviens, papa. Tu avais dit que tu voulais faire un gros don pour améliorer les installations. J'ai cru que c'était juste un autre projet de responsabilité sociale de l'entreprise. » « Ce n'était pas que ça, admit Marcel. Je savais que si Julien était en vie, il pouvait être dans un orphelinat. Je pensais qu'en aidant tous les orphelinats de la ville, je l'aiderais lui aussi indirectement. » Lucas écarquilla les yeux. « C'est vous l'homme qui rénovait notre orphelinat ?»« C'est moi, confirma Marcel. Mais quand je suis tombé malade il y a quelques mois, le projet s'est arrêté. Les travaux étaient à moitié faits. »« Papa, pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité sur ces projets ?» demanda Sophie, avec un mélange de tristesse et de compréhension. « Parce que j'avais honte, ma fille. Honte d'avoir échoué comme père pour Julien. Honte de l'avoir laissé grandir seul pendant que je bâtissais une fortune. Je pensais que tu serais déçu de moi. » Sophie se leva et s'approcha du lit, s'asseyant au bord et prenant la main de son père. « Papa, je ne pourrai jamais être déçu de toi pour avoir aimé quelqu'un, et jamais pour avoir un frère. En fait, j'ai toujours voulu avoir un frère. » Lucas observait la scène entre le père et la fille avec un sourire, sentant qu'il tenait la promesse faite à Julien. Docteur François s'approcha à nouveau pour examiner Marcel. « Monsieur Dupont, comment vous sentez-vous physiquement maintenant ?»« Docteur, je me sens comme si je m'étais réveillé d'un très long cauchemar. Je sens que je peux tout bouger, que je peux penser clairement. C'est comme si quelqu'un avait enlevé un poids énorme de mes épaules. » « C'est exactement ce qui s'est passé, expliqua Dr Sylvie. Un traumatisme émotionnel non résolu peut se manifester de manière très sévère physiquement. Vous souffriez d'une dépression si intense que votre corps s'est tout simplement éteint pour se protéger. » Marcel regarda à nouveau Lucas. « Lucas, je veux continuer l'histoire que j'ai commencée. Je veux terminer la rénovation de l'orphelinat, mais cette fois pas comme un projet d'entreprise, mais comme un hommage à Julien. Vous feriez ça ?» demanda Lucas, les yeux brillants. « Plus que ça, dit Marcel, regardant Sophie en quête de soutien. Je veux créer un endroit spécial là-bas. Un endroit où les enfants qui ont perdu leurs parents puissent se sentir vraiment chez eux, pas seulement pris en charge. » Sophie sourit, comprenant où son père voulait en venir. « Papa, tu veux dire transformer une partie de l'orphelinat en une vraie maison ?»« Exactement. Et je veux que tu m'aides à faire ça, Sophie. Tu as toujours été meilleure que moi pour comprendre ce dont les gens ont vraiment besoin. » Docteur Philippe, qui avait observé toute la conversation, intervint. « Monsieur Dupont, je pense qu'il est important que vous sachiez que votre rétablissement est vraiment extraordinaire, mais nous devons encore faire quelques examens pour nous assurer que tout va bien physiquement. »« Bien sûr, docteur, mais maintenant, je sais que je vais aller mieux. J'ai un but à nouveau, » dit Marcel en serrant à nouveau la petite voiture en bois. Lucas regarda l'horloge sur le mur de la chambre et réalisa qu'il était resté bien plus longtemps que les 5 minutes promises. « Monsieur Marcel, je dois retourner à l'orphelinat. Tante Madeleine doit me chercher. »« Attends, » dit rapidement Marcel. « Lucas, j'ai une proposition à te faire. »
Le garçon s'arrêta et regarda attentivement l'homme. « Comment ça, monsieur? Je sais que tu vis à l'orphelinat et je sais que tu travailles ici pour gagner un peu d'argent. Mais si je t'offrais une chance différente ?» Sophie regarda son père, curieuse de savoir ce qu'il avait en tête. « Papa? Lucas, aimerais-tu vivre avec nous? Pas comme une faveur ou par charité, mais comme famille. Tu as été l'ami de mon fils, tu me l'as ramené d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Tu es le lien que j'ai avec Julien maintenant. » Lucas resta silencieux un long moment, digérant la proposition. Les médecins observaient la scène avec intérêt, voyant comment cette rencontre transformait non seulement le patient, mais toutes les personnes impliquées. « Monsieur Marcel, c'est très généreux, mais je ne peux pas simplement abandonner les autres enfants de l'orphelinat. Eux aussi ont besoin de quelqu'un qui les comprenne. » Marcel sourit, reconnaissant chez le garçon la même bonté qu'il avait vue chez Julien à travers les histoires racontées. Et si ce n'était pas un abandon? Et si c'était une expansion? « Comment ça ?» demanda Lucas. « Lucas, tu connais bien les enfants de l'orphelinat. Tu connais leurs besoins. Et si tu m'aidais à transformer cet endroit en un vrai foyer, tu pourrais continuer à y vivre, mais comme mon représentant en m'aidant à faire les bons changements. Et je pourrais t'aider aussi, ajouta Sophie. J'ai toujours voulu donner plus de sens à ma vie, au-delà de simplement gérer les affaires familiales. » Lucas regarda Marcel puis Sophie, voyant la sincérité dans leurs yeux. « Je peux réfléchir ?»« Bien sûr, » dit Marcel. « Mais pendant que tu réfléchis, j'aimerais que tu me rendes visite souvent. Je veux mieux connaître l'ami de mon fils. Je veux que tu me racontes plus d'histoires sur Julien. Et moi aussi, je veux connaître mon frère à travers tes histoires, » dit Sophie. « J'ai perdu la chance de le connaître de son vivant, mais peut-être que je peux le connaître à travers les souvenirs que tu as de lui. » Docteur Sylvie, qui était restée silencieuse en observant toute l'interaction, prit enfin la parole. « Lucas, puis-je te poser une question? Comment as-tu su que cette approche fonctionnerait? As-tu reçu une formation en psychologie? » Lucas rit, un son jeune et sincère qui contrastait avec la gravité de la situation. « Docteur, j'ai juste fait ce que Madame Bernadette m'a toujours appris. J'ai écouté avec le cœur, pas seulement avec les oreilles. Et quand quelqu'un a beaucoup de douleur enfouie, parfois il a juste besoin de quelqu'un qui n'a pas peur d'entendre cette douleur. » Docteur François, qui avait été le plus sceptique au début, s'approcha de Lucas. « Mon garçon, je te dois des excuses. Je me suis moqué de toi quand tu es arrivé ici, et tu viens de faire quelque chose qu'aucun d'entre nous, avec toutes nos études, n'a réussi à faire. Docteur, vous n'avez pas à vous excuser. Je comprends que ce doit être difficile de croire un enfant quand vous avez tant étudié pour aider les gens. En fait, dit Dr Philippe, vous nous avez appris quelque chose de très important aujourd'hui. Nous étions tellement concentrés sur les examens et les médicaments que nous avons oublié de regarder l'être humain dans son ensemble, y compris ses émotions et son histoire. » Marcel, qui était de plus en plus alerte et présent, regarda les médecins. « Docteur, je voudrais faire une suggestion. Et si nous créions un programme ici à l'hôpital, où des enfants comme Lucas pourraient aider des patients qui traversent des traumatismes émotionnels, pas pour remplacer le travail médical, mais pour le compléter. » Docteur Sylvie s'enthousiasma pour l'idée. « C'est brillant, une sorte de thérapie assistée par des enfants ayant vécu des expériences similaires. Ils auraient une capacité unique à se connecter avec certains types de traumatismes. Et Lucas pourrait coordonner ce programme, suggéra Sophie. Il a clairement un talent naturel pour ça. » Lucas rougit sous toute cette attention, peu habitué à être au centre des discussions d'adultes importants. « Je ne sais pas si je suis qualifié pour coordonner quoi que ce soit. »« Lucas, » dit Marcel, la voix chargée d'émotion, « tu viens de me sauver la vie, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Tu m'as ramené mon fils. Si ce n'est pas une qualification suffisante, je ne sais pas ce que c'est. » À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit et l'infirmière en chef entra, surprise de voir Marcel assis sur son lit et parlant avec animation. « Monsieur Dupont, comment vous sentez-vous? » « Infirmière Christine, je me sens comme un homme nouveau, » répondit Marcel avec un sourire qui n'avait pas paru sur son visage depuis des mois. L'infirmière regarda les médecins, cherchant des explications. « Christine, » dit Dr Philippe, « nous venons d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Ce jeune ici, Lucas,
a réussi à établir une connexion émotionnelle avec le patient qui a entraîné une guérison presque instantanée. Infirmière Christine regarda Lucas, le reconnaissant immédiatement. « Lucas, tu es le garçon qui aide Madeleine pour le ménage. Que fais-tu ici ?»« Tante Christine, c'est une longue histoire, » dit Lucas, souriant timidement. Marcel regarda l'infirmière. « Infirmière, ce garçon est un ange déguisé. Il m'a ramené à la vie. » « En fait, » intervint docteur. « Sylvie, nous devrons faire quelques examens pour confirmer que la guérison physique est vraiment complète, mais les signes sont tous très positifs. »« Bien sûr, » approuva Marcel. « Mais d'abord, je dois régler une question importante. » Il regarda à nouveau Lucas. « Lucas, tu m'as parlé de la promesse que tu as faite à Julien. Maintenant, je veux te faire une promesse. Je vais consacrer le reste de ma vie à honorer la mémoire de mon fils en aidant des enfants comme toi. Et je veux que tu sois mon partenaire dans cette mission. » Lucas regarda autour de la chambre, voyant tous ces adultes importants le regarder avec attente et affection. C'était une sensation complètement nouvelle pour lui, qui avait toujours été juste un enfant invisible de l'orphelinat. « Monsieur Marcel, si j'accepte, cela signifie que je vais devoir apprendre beaucoup de choses que je ne connais pas. Et nous t'apprendrons, » dit Sophie. « Tu nous as appris la chose la plus importante aujourd'hui, que l'amour et la compassion peuvent guérir des blessures que la médecine ne peut atteindre. Maintenant, nous t'apprendrons le reste. » Docteur François s'approcha de Lucas. « Mon garçon, ça t'intéresserait d'apprendre la médecine? Parce que j'aimerais beaucoup t'avoir comme consultant pour les cas les plus difficiles qui arrivent ici. »« Consultant ?» demanda Lucas, ne comprenant pas tout à fait. « Exactement, » expliqua docteur Sylvie. « Quelqu'un qui nous aide à voir les patients non seulement comme des cas médicaux, mais comme des personnes avec des histoires et des émotions complexes. » Marcel essaya de se lever du lit et, à la surprise générale, réussit à se tenir debout avec juste un peu d'aide de Sophie. « Papa, doucement, » dit-elle inquiète. « Ma fille, je vais bien. Pour la première fois depuis des mois, je me sens vraiment bien, » dit-il, marchant lentement vers Lucas. Lorsqu'il s'approcha du garçon, Marcel posa les mains sur ses épaules. « Lucas, tu m'as rendu mon fils. Tu m'as redonné l'envie de vivre. Tu m'as redonné un but. Comment puis-je te remercier pour ça ?» Lucas réfléchit un moment avant de répondre. « Monsieur Marcel, Julien disait toujours que la meilleure façon d'honorer quelqu'un qui nous a quittés, c'est de prendre soin de ceux qui restent. Si vous voulez vraiment me remercier, aidez les autres enfants de l'orphelinat à avoir les opportunités qu'ils méritent. » Sophie s'approcha et posa aussi sa main sur l'épaule de Lucas. « Lucas, tu viens de gagner non seulement un nouveau père, mais aussi une nouvelle sœur. Et je te promets que nous le ferons ensemble. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. 2 jours plus tard, Marcel fut déclaré apte à sortir de l'hôpital, à la surprise de tout le personnel médical. Les examens confirmèrent que sa guérison physique était complète et inexplicable d'un point de vue purement médical. Dr Philippe documenta le cas comme un exemple extraordinaire de la façon dont les facteurs psychologiques peuvent influencer la manifestation physique des maladies. Lucas avait passé ces 2 jours à rendre visite quotidiennement à Marcel, apportant toujours de nouvelles histoires sur Julien et sur la vie à l'orphelinat. Chaque conversation semblait renforcer davantage la guérison de l'homme d'affaires, comme si chaque souvenir partagé était une pièce d'un puzzle qui se complétait enfin. Le jour de la sortie, Sophie arriva à l'hôpital avec une pile de papier et une expression d'excitation que Lucas ne lui avait jamais vue. « Papa, Lucas, vous devez voir ça !» dit-elle en étalant les documents sur la table de la chambre 412. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» demanda Marcel, qui portait ses propres vêtements pour la première fois depuis des mois. « Ce sont les plans pour la rénovation complète du foyer Saint-Martin. J'ai passé les 2 derniers jours à travailler avec les meilleurs architectes de la ville pour créer quelque chose de vraiment spécial. » Lucas s'approcha des papiers, essayant de comprendre les dessins techniques. « Madame Sophie, cela semble très grand. » « C'est très grand, Lucas. Regarde. » Elle montra différentes parties du projet. « Ici, il y aura une école au sein même de l'orphelinat, avec des salles de classe modernes et des laboratoires. Là, une immense bibliothèque. Et ici, elle désigna une zone séparée. Ce sera la maison de la famille.
La maison de la famille? Demanda Marcel. Papa, j'ai beaucoup réfléchi à notre conversation. Et si nous déménagions là-bas? Pas temporairement, mais définitivement. Nous transformerions cette partie de l'orphelinat en une vraie maison, où nous pourrions vivre et être toujours présents dans la vie des enfants. Lucas ouvrit de grands yeux. Vous feriez ça? Vous quitteriez le manoir pour vivre à l'orphelinat? Lucas, dit Marcel, ce manoir n'était qu'une grande maison vide. Ce projet serait un vrai foyer, plein de vie et de sens. Docteur Sylvie, venu pour superviser la sortie, examina les plans avec intérêt. Puis-je suggérer quelque chose? Et si vous incluiez un espace pour un soutien psychologique? Beaucoup d'enfants dans les orphelinats ont besoin d'un accompagnement émotionnel spécialisé. Excellente idée, approuva Sophie. Et nous pourrions aussi créer un programme de mentorat où chaque enfant aurait un adulte dédié pour suivre son développement personnel. Lucas regardait tous ces plans avec un mélange d'excitation et de responsabilité. Monsieur Marcel, tout cela est à cause de Julien? C'est à cause de Julien, c'est à cause de toi. C'est à cause de tous les enfants qui méritent leur chance dans la vie, répondit Marcel. Mais surtout, c'est parce que j'ai enfin compris quel est mon véritable but. À ce moment, la porte s'ouvrit et Madeleine, la femme de ménage que Lucas aidait, entra dans la chambre. « Lucas, mon garçon, où étais-tu? Tout le monde à l'orphelinat s'inquiète pour toi. » Lucas courut embrasser la femme qui avait été comme une grand-mère pour lui. « Tante Madeleine, il s'est passé tellement de choses. Laisse-moi te présenter Monsieur Marcel et Madame Sophie. » Madeleine regarda les deux personnes bien habillées et se sentit un peu intimidée. « Bonjour. Madeleine, » dit Marcel en s'approchant. « Lucas m'a beaucoup parlé de vous. Il m'a dit que vous avez pris soin de lui toutes ces années, avec beaucoup d'affection. »« Lucas est un garçon spécial, » dit Madeleine, sans encore comprendre complètement la situation. « Tante Madeleine, » dit Lucas, « ils veulent rénover tout notre orphelinat, le transformer en un endroit encore meilleur pour tous les enfants. » Madeleine regarda les plans étalés sur la table, ses yeux se remplissant de larmes. « C'est vrai? » « C'est vrai, » confirma Sophie. « Et nous aimerions que vous soyez la coordinatrice générale du projet. Lucas nous a dit que personne ne connaît mieux les besoins des enfants que vous. » Madeleine s'assit lourdement sur une chaise, essayant de tout assimiler. « Vous êtes sérieux? »« Tout à fait sérieux, » dit Marcel. « Tante Madeleine, puis-je vous appeler ainsi? Je veux faire de cette rénovation un hommage à mon fils Julien, qui a grandi à l'orphelinat Saint-Martin et qui était l'ami de Lucas. » « Julien ?» Madeleine regarda Lucas. « Ce gentil garçon dont tu parlais toujours? C'est bien lui, tante Madeleine. Et maintenant, j'ai découvert qu'il était le fils de Monsieur Marcel. » Madeleine regarda Marcel avec une nouvelle compréhension. « Qu'alors vous êtes le père que Julien cherchait tant? » Marcel hocha la tête, ému. « Je suis arrivé trop tard pour être le père qu'il méritait, mais il n'est pas trop tard pour être le père dont d'autres enfants ont besoin. » Docteur François, qui avait suivi toute la conversation depuis la porte, entra dans la chambre. « Excusez-moi de vous interrompre, mais je voulais vous parler du programme dont nous avons discuté. »« Quel programme ?» demanda Madeleine. Lucas lui expliqua l'idée de créer un programme à l'hôpital où des enfants avec des expériences similaires pourraient aider des patients souffrant de traumatismes émotionnels. « C'est merveilleux, » dit Madeleine. Lucas a toujours eu ce don pour apaiser les autres enfants quand ils arrivaient très effrayés à l'orphelinat. « Exactement, » dit Docteur François. « Et nous aimerions formaliser cela, créer un programme pilote qui pourrait être reproduit dans d'autres hôpitaux. » Marcel regarda Lucas. « Lucas, accepterais-tu de coordonner 2 projets en même temps? La rénovation de l'orphelinat et ce programme à l'hôpital. » Lucas réfléchit un moment, sentant le poids de la responsabilité, mais aussi l'excitation des possibilités. « Monsieur Marcel, j'accepterai. Mais seulement si tante Madeleine m'aidait. Elle en sait bien plus que moi sur le soin des personnes. » Madeleine sourit et serra Lucas dans ses bras. « Bien sûr que je t'aide, mon garçon. Nous allons faire ça ensemble. » Sophie s'approcha de Lucas avec un document à la main. « Lucas, j'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. » Elle lui tendit le papier, qu'il regarda sans comprendre ce qui était écrit. « Qu'est-ce que c'est, Madame Sophie? » « Ce sont les papiers de ton adoption. Si tu es d'accord, bien sûr. J'aimerais beaucoup être officiellement ta grande sœur. » Lucas regarda le document, puis regarda Marcel. « Et vous seriez... »« Je serais ton père adoptif, si tu le voulais, » dit Marcel. «
Non pas pour remplacer ta famille d'origine, mais pour être ta famille de cœur. Lucas sentit les larmes couler sur son visage. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un le choisissait spécifiquement, non par pitié ou obligation, mais par amour sincère. « Je peux vraiment choisir ?»« Bien sûr que tu peux, » dit Sophie. « Et si tu choisis d'être notre famille, nous te promettons de toujours respecter ton histoire et les personnes qui ont été importantes pour toi avant nous. » Lucas regarda Madeleine en quête de conseils. « Tante Madeleine, qu'en penses-tu ?»« Mon petit, je crois que Julien est heureux dans le ciel en sachant qu'il a pu te donner la famille dont il avait toujours rêvé avec son père. » Lucas respira profondément et regarda Marcel et Sophie. « J'accepte, mais à une condition. »« Laquelle ?» demandèrent-ils en même temps. « Que tante Madeleine fasse aussi partie de notre famille. Elle a pris soin de moi quand j'étais petit, et je ne veux pas qu'elle se sente seule maintenant. » Marcel sourit et regarda Madeleine. « Madeleine, accepteriez-vous d'être la grand-mère officielle de cette famille un peu folle que nous sommes en train de créer ?» Madeleine rit à travers ses larmes. « J'accepte, mais seulement si vous me promettez de me laisser cuisiner pour vous les dimanches. »« Promis, » dit Sophie en riant. Docteur Sylvie, qui avait observé toute la scène, s'approcha du groupe. « Je peux dire quelque chose ? En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu une guérison aussi complète que celle qui s'est produite ici. Et je ne parle pas seulement de vous, monsieur Marcel. Vous vous êtes tous guéris d'une certaine manière ces derniers jours. » Docteur Philippe approuva. « Lucas, tu nous as appris que la médecine ne consiste pas seulement à guérir les corps, mais à guérir les personnes dans leur intégralité. Et les personnes incluent leurs histoires, leurs émotions et leurs liens avec les autres. » 1 mois plus tard, le foyer Saint-Martin était méconnaissable. Les rénovations avaient commencé et les enfants étaient ravis de tous les changements en cours. Lucas partageait désormais son temps entre coordonner les améliorations du foyer et travailler 3 matinées par semaine à l'hôpital, aidant des patients souffrant de traumatismes émotionnels complexes. Marcel et Sophie avaient vendu la maison familiale et utilisé l'argent pour accélérer les rénovations et créer un fonds permanent pour l'entretien du foyer. Ils vivaient maintenant dans une aile spéciale du bâtiment rénové, conçue pour être une maison chaleureuse au sein de l'institution. Madeleine avait été officiellement nommée directrice administrative du foyer, un poste qu'elle occupait déjà depuis des années, mais maintenant avec la reconnaissance et le salaire qui allaient avec. Elle avait emménagé dans un appartement confortable à l'intérieur du complexe, près de la famille Dupont. À l'hôpital, le programme pilote de thérapie assistée par les pairs donnait des résultats extraordinaires. Lucas avait formé 3 autres enfants du foyer qui montraient une aptitude naturelle à créer des liens avec des patients en situation émotionnelle difficile. Docteur Sylvie documentait tous les cas pour les présenter lors de congrès médicaux. Un dimanche après-midi, Lucas était dans le jardin du foyer rénové, jouant avec la petite voiture en bois que Julien avait laissée à Marcel. Plusieurs jeunes enfants jouaient autour de lui et il leur racontait des histoires d'amitié et de famille. Marcel s'approcha et s'assit dans l'herbe à côté de Lucas. « À quoi penses-tu »« Je pense à Julien, monsieur Marcel. Je crois qu'il serait heureux de voir tout ça. »« J'en suis certain, » approuva Marcel. « Lucas, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Est-ce que la vie d'avant te manque? Quand c'était juste toi et les autres enfants, sans toutes ces responsabilités ?» Lucas réfléchit un moment avant de répondre. « Parfois, la simplicité me manque, monsieur Marcel. Mais ce qui ne me manque pas, c'est l'incertitude de savoir si quelqu'un serait là le lendemain. Maintenant, je sais que j'ai une vraie famille, et ça change tout. »« Et comment ça se passe d'avoir une grande sœur qui aime tout diriger ?» demanda Marcel en riant. « Madame Sophie est un peu autoritaire, » admit Lucas en riant, « mais ça me plaît. C'est bon de savoir que quelqu'un tient assez à moi pour vouloir que je fasse les choses bien. » Sophie apparut sur le balcon de la maison, leur criant « Lucas, papa, venez ici, il y a une lettre importante. » Ils se levèrent et se dirigèrent vers la maison, où Sophie les attendait avec une enveloppe officielle à la main. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lucas. « C'est du ministère de la Santé. Ils veulent implanter le programme que vous avez créé à l'hôpital dans 10 autres hôpitaux du pays. » Lucas écarquilla les yeux. « Sérieux ? » ?»« Sérieux, » confirma Sophie. « Et ils veulent que tu voyages pour aider à former les équipes dans les autres hôpitaux. Mais je suis encore trop jeune pour voyager seul. »« Qui a dit que tu voyagerais seul ?» dit Marcel. « Nous y allons tous ensemble. Cette famille ne se sépare pas. »
Madeleine arriva de la cuisine où elle préparait le déjeuner dominical. « De quoi parlez-vous avec tant d'enthousiasme » Lucas courut lui montrer la lettre. « Tante Madeleine, regarde. Ils veulent que notre programme soit utilisé ailleurs. » Madeleine lut la lettre et ses yeux se remplirent de larmes de fierté. « Mon petit, tu aides des enfants dans tout le pays maintenant. Ce n'est pas que moi, tante Madeleine, c'est nous tous ensemble. » Docteur Sylvie arriva pour le déjeuner dominical, une tradition désormais établie dans la famille. Elle apportait toujours des nouvelles de l'hôpital et adorait discuter des cas avec Lucas. « Lucas, je suis contente que tu sois là. Nous avons un nouveau cas à l'hôpital où je pense que tu peux aider. » « Quel genre de cas, docteur Sylvie ?»« Une fille de 15 ans hospitalisée depuis 2 semaines. Elle ne parle à personne depuis son arrivée. Ses parents ont récemment divorcé de manière très traumatisante et elle semble s'être complètement renfermée. » Lucas hocha la tête, habitué à ce genre de situation. « La fille a-t-elle des frères et sœurs ?»« Un petit frère de 8 ans. Pourquoi ?»« Parce qu'elle a peut-être peur de s'ouvrir et de découvrir qu'elle ne pourra pas protéger son frère. C'est courant quand les aînés se sentent responsables des plus jeunes. » Docteur Sylvie sourit. « Tes observations me surprendront toujours. Essayons ton approche demain ?»« D'accord, dit Lucas. Mais j'aimerais emmener Léa avec moi. » Léa était une des enfants de l'orphelinat que Lucas avait formé pour le programme. Elle avait 14 ans et avait vécu une situation similaire à celle de la patiente. « Excellente idée, approuva Docteur Sylvie. » Pendant le déjeuner, la famille discuta des projets pour la semaine suivante. Marcel s'impliquait de plus en plus dans la gestion de l'orphelinat, découvrant un talent naturel pour comprendre les besoins des enfants. Sophie s'était révélée une excellente gestionnaire de projets sociaux, coordonnant non seulement la rénovation du foyer Saint-Martin, mais étendant aussi le projet à d'autres orphelinats de la région. « Papa, dit Sophie, j'ai reçu un appel intéressant hier. La mairie veut que nous présentions notre modèle d'orphelinat lors d'une conférence internationale sur la protection de l'enfance. Et tu penses que nous devrions y aller ?» demanda Marcel. « Je pense que oui. Lucas pourrait présenter la partie sur la thérapie assistée par les pairs, et nous pourrions montrer comment créer un environnement familial au sein d'une institution. » Lucas était nerveux à cette idée. « Je n'ai jamais parlé en public à des adultes importants. »« Lucas, dit Madeleine, tu parles à des médecins et des patients tous les jours, et tu arrives toujours à toucher le cœur des gens. Ce n'est pas différent. »« Tante Madeleine a raison, approuva Marcel. Tu as un don naturel pour communiquer, et surtout, tu as quelque chose de réel à partager, pas juste des théories. » Après le déjeuner, Lucas alla visiter la tombe de Julien. C'était une habitude qu'il avait chaque dimanche, apportant toujours des fleurs et racontant à son ami tout ce qui se passait. Marcel et Sophie l'accompagnèrent pour la première fois. « Julien, dit Lucas en déposant les fleurs sur la tombe, j'ai amené ton père et ta sœur pour te rencontrer. Ils réalisent tout ce dont tu rêvais, s'occuper des enfants qui ont besoin d'une famille, créer un lieu où personne ne se sent seul. » Marcel s'agenouilla près de la tombe et posa sa main sur la pierre tombale. « Mon fils, je suis désolé de ne pas t'avoir trouvé à temps. Mais je promets d'honorer ta mémoire en prenant bien soin de Lucas et de tous les autres enfants qui ont besoin d'un père. » Sophie s'est également approchée. « Julien, j'aurais tellement aimé te connaître. Mais à travers les histoires de Lucas, je sens que tu es toujours avec nous. Merci de nous avoir envoyé cet enfant pour nous apprendre ce qui compte vraiment dans la vie. » Sur le chemin du retour, Lucas a demandé « Monsieur Marcel, vous pensez que les gens vont croire à notre histoire quand nous la raconterons à la conférence ?»« Lucas, a répondu Marcel, notre histoire n'est pas une question de croyance. Il s'agit de montrer que l'amour et la famille peuvent se manifester de manière inattendue et que parfois, les personnes les plus improbables sont celles qui nous enseignent les leçons les plus importantes. Et s'ils nous posent des questions sur les miracles ou des phénomènes surnaturels ?» a insisté Lucas. « Nous dirons la vérité, a déclaré Sophie, qu'il n'y a eu aucun miracle, juste un garçon courageux qui n'a pas eu peur de toucher une très vieille blessure pour l'aider à guérir. » Ce soir-là, Lucas était dans sa nouvelle chambre, située dans la maison familiale mais avec une fenêtre donnant sur la cour où jouaient les autres enfants. Il ne se sentait jamais isolé de la communauté de l'orphelinat, mais savait aussi qu'il avait un endroit spécial et sûr où revenir. Marcel a frappé à la porte avant d'entrer. « Je peux te parler ?»« Bien sûr, monsieur Marcel. »« Lucas, je voulais encore te remercier pour tout ce que tu as fait, mais je voulais aussi te faire une promesse.
Quelle sorte de promesse? Je promets de ne jamais essayer de remplacer les personnes qui ont compté pour toi avant nous. Ton histoire à l'orphelinat, ton amitié avec Julien, ta relation avec Madeleine, tout cela fait partie de qui tu es. Nous voulons simplement ajouter plus d'amour à ta vie, sans rien enlever. Lucas a souri. Monsieur Marcel, vous savez que vous pouvez parfois m'appeler juste fils, n'est-ce pas? J'aime quand vous dites ça. Marcel a été ému par la permission du garçon. D'accord, mon fils. Et tu peux m'appeler papa quand tu veux aussi. Papa, a dit Lucas, testant le mot. Je peux te poser une question? Bien sûr. Tu penses que Julien serait fier de moi? Marcel s'est assis sur le lit à côté de Lucas. Mon fils, je suis absolument certain que Julien est extrêmement fier de toi. Tu as tenu la promesse que tu lui as faite, mais plus encore, tu as transformé la douleur de perdre un ami en motivation pour aider les autres. Parfois, j'ai l'impression qu'il est toujours là d'une certaine manière, a avoué Lucas. Il l'est, a approuvé Marcel. Il est dans chaque enfant que tu aides à se sentir moins seul. Il est dans chaque famille que nous parvenons à maintenir unis. Il est dans l'amour que nous avons appris à partager. Le lendemain matin, Lucas s'est réveillé enthousiaste pour une nouvelle journée à l'hôpital. Il avait établi une routine. Arrivé tôt, discussion avec Dr Sylvie sur les nouveaux cas, visite à certains patients réguliers qu'il connaissait déjà, et temps consacré aux situations plus complexes. Le cas de la jeune fille de 15 ans occupait ses pensées. Lucas savait que lorsque quelqu'un arrêtait complètement de parler, c'était souvent par peur que ses mots ne causent encore plus de douleur. Léa l'a croisé à l'entrée de l'hôpital. « Bonjour Lucas, prêt à rencontrer notre nouvelle patiente. »« Bonjour Léa, comment te sens-tu ?»« Un peu nerveuse, a-t-elle admis. »« Et si je dis quelque chose de mal ?»« Léa, tu te souviens de ce dont nous parlons toujours. Il n'y a rien de mal quand on parle avec le cœur. L'important est de lui montrer qu'elle n'est pas seule. » Dr Sylvie les a rejoints dans l'ascenseur. « Bonjour l'équipe, vous êtes prêts ?» La patiente s'appelle Camille. Elle est dans la chambre 412 depuis 2 semaines et n'a pas prononcé un seul mot. Les parents sont désespérés. « Docteur Sylvie, » a dit Lucas, « les parents peuvent-ils attendre dans le couloir pendant que nous lui parlons ?» Parfois, il est plus facile de parler quand on n'a pas peur de blesser ceux qu'on aime. Bien sûr, j'en ai déjà parlé avec eux. Quand ils sont arrivés dans la chambre de Camille, Lucas a vu une jeune fille mince, avec de longs cheveux cachant son visage, fixant la fenêtre. Elle ne s'est même pas retournée quand ils sont entrés. « Salut Camille, » dit Lucas doucement. « Je m'appelle Lucas, et voici mon amie Léa. Nous sommes venus ici parce que nous voulons faire ta connaissance. » Aucune réaction. Léa s'est approchée lentement et s'est assise sur une chaise à côté du lit. « Camille, je sais que tu dois te sentir très fatiguée. Quand mes parents ont divorcé, j'étais aussi épuisé d'essayer de tout comprendre. » Cette fois, Camille a légèrement tourné la tête, mais ne les a toujours pas regardés directement. Lucas a poursuivi. « Tu as un petit frère, n'est-ce pas? Hugo ?» Camille a fait un signe de tête presque imperceptible. « Tu t'inquiètes pour lui, » dit Lucas, non comme une question mais comme une affirmation. Cette fois, Camille a regardé Lucas directement, ses yeux remplis de larmes retenues. « C'est difficile d'être la grande sœur quand les parents se disputent, » continua Léa. « On a l'impression de devoir protéger tout le monde, mais on ne sait pas comment. » Camille a enfin parlé, sa voix rauque après tant de silence. Il demande quand papa va rentrer à la maison. Lucas s'est rapproché. « Et tu ne sais pas quoi lui répondre? Comment je peux expliquer à un garçon de 8 ans que papa ne reviendra plus jamais, qu'il a choisi une autre famille ?» Les mots sont sortis entrecoupés de sanglots. Léa a tendu un mouchoir à Camille. « Camille, tu n'as pas besoin de tout expliquer à Hugo maintenant, mais tu n'as pas non plus à porter ce poids toute seule. »« Mais je suis la grande sœur, » protesta Camille. « Je dois m'occuper de lui. »« S'occuper de lui ne signifie pas que tu dois avoir toutes les réponses, » dit Lucas. « Parfois, prendre soin de quelqu'un, c'est juste être là, même quand personne ne comprend ce qui se passe. » Camille a éclaté en sanglots, libérant des semaines de tension accumulées. « J'ai tellement peur qu'il soit en colère contre moi si je dis la vérité. »« Camille, » dit Léa, partageant son expérience, « quand mes parents ont divorcé, j'ai aussi essayé de protéger mon frère en lui mentant. Mais tu sais ce qui s'est passé, il était encore plus perdu parce qu'il sentait que je cachais quelque chose. »« Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Camille. « Je lui ai dit la vérité,
mais d'une manière qu'ils puissent comprendre. J'ai expliqué que parfois papa et maman ne peuvent plus vivre ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment plus. Lucas a ajouté « Et tu sais ce qui est le plus important, Camille. Toi et Hugo allez traverser ça ensemble. Il ne sera pas seul, parce qu'il t'a. Et tu ne seras pas seul, parce que tu l'as. » Pour la première fois depuis des semaines, Camille a esquissé un léger sourire. « Vous pensez qu'il comprendra ? Nous pensons qu'il sera heureux que tu lui fasses confiance, » dit Lucas. Les enfants perçoivent bien plus que les adultes ne l'imaginent. Docteur Sylvie, qui avait observé toute la conversation de loin, s'est approchée. « Camille, comment te sens-tu maintenant ?»« Mieux, » admit-elle. « Toujours peur, mais mieux. »« Tu aimerais parler à tes parents maintenant ?» demanda la docteure. Camille a regardé Lucas et Léa. « Vous pouvez rester ici pendant que je leur parle ?»« Bien sûr, » ont-ils répondu ensemble. Quand les parents de Camille sont entrés dans la chambre et ont vu leur fille parler à nouveau, ils ont été profondément émus. Lucas et Léa ont aidé à faciliter la conversation, en veillant à ce que chacun se sente écouté et compris. En fin de matinée, Camille était impatiente de voir son frère et avait un plan pour lui parler honnêtement, mais de manière adaptée à son âge. Docteur Sylvie a accompagné Lucas et Léa jusqu'à l'ascenseur. « Vous avez été extraordinaires aujourd'hui. En 2 heures, vous avez réussi ce que nous n'avons pas pu faire en 2 semaines. »« Docteur Sylvie, » dit Lucas, « la différence, c'est que nous avons vécu des situations similaires. Quand quelqu'un souffre, il a parfois besoin de voir que d'autres personnes ont survécu à la même douleur. C'est exactement pourquoi ce programme est si précieux, » dit Docteur Sylvie. « Vous offrez quelque chose qu'aucune formation médicale ne peut enseigner, de l'espoir basé sur une expérience réelle. » Cet après-midi-là, Lucas rentra à l'orphelinat le cœur léger. Chaque cas qu'il aidait à l'hôpital lui rappelait la promesse qu'il avait faite à Julien, utiliser sa propre douleur pour soulager celle des autres. Madeleine l'attendait avec un goûter sur la terrasse. « Comment s'est passée ta journée à l'hôpital, mon garçon ?»« Très bien, tante Madeleine. Nous avons aidé une petite fille qui était très triste. Elle a recommencé à parler à sa famille. »« Quelle bonne nouvelle !» dit Madeleine en lui servant un verre de limonade. « Et comment te sens-tu avec tout ça? Parfois, je m'inquiète que ce soit trop de responsabilité pour un garçon de ton âge. » Lucas réfléchit à la question en buvant sa limonade. « Tante Madeleine, c'est vrai que c'est parfois lourd, mais tu sais ce qui m'aide. Savoir que chaque personne que nous aidons signifie que Julien n'est pas parti pour rien, que son amitié pour moi aide encore d'autres personnes. » Madeleine sourit et serra Lucas dans ses bras. « Mon garçon, tu as tellement grandi ces derniers mois, pas seulement en taille, mais aussi en sagesse. C'est parce que je sais maintenant que j'ai une famille qui me soutient. C'est plus facile d'être courageux quand on sait qu'on a un endroit sûr où revenir. » Marcel arriva à ce moment-là, revenant d'une réunion avec l'équipe d'architectes sur la prochaine phase des rénovations. « Comment s'est passée ta journée à l'hôpital, mon fils ?» Lucas raconta le cas de Camille, et Marcel écouta attentivement, posant des questions qui montraient son véritable intérêt pour le travail que Lucas accomplissait. « Papa, » dit Lucas, « je peux te poser une question sur Julien ?»« Bien sûr, mon fils. Tu crois qu'il savait qu'il allait nous rapprocher quand il m'a demandé de te trouver ?» Marcel réfléchit un instant. « Tu sais, Lucas, je crois que Julien était très sage. Peut-être savait-il que nous 3 avions besoin les uns des autres. Toi, tu avais besoin d'une famille, moi d'un nouveau but dans la vie, et Sophie avait besoin de découvrir qu'il y a plus de bonheur à prendre soin des autres qu'à simplement gagner de l'argent. »« Et tante Madeleine ?» demanda Lucas. Madeleine avait besoin de voir que tout l'amour qu'elle a donné aux enfants de l'orphelinat au fil des ans était reconnu et valorisé. Elle méritait aussi d'avoir une famille. Sophie arriva en courant, le visage rayonnant. « Tout le monde, vous n'allez pas croire ce qui vient de se passer. »« Quoi donc ?» demandèrent-ils en chœur. « La conférence internationale. Ils ne veulent pas seulement que nous présentions notre travail. Ils veulent tourner un documentaire sur notre histoire pour le montrer dans d'autres pays. » Lucas fut pris de nervosité. « Un film? Sur nous? » « Pas un film de cinéma, » rit Sophie. « Un documentaire éducatif, pour montrer aux autres comment il est possible de créer des solutions innovantes pour la protection de l'enfance. »« Ça veut dire que notre histoire peut aider des enfants dans d'autres pays aussi ?» demanda Lucas. « Exactement.
confirma Sophie. Madeleine secoua la tête, encore impressionnée par la façon dont leur vie avait changé. Qui aurait cru que ce garçon timide qui aidait au ménage deviendrait un expert international en protection de l'enfance? « Tante Madeleine, » dit Lucas en riant, « je suis toujours le même garçon timide. Sauf que maintenant, j'ai toute une famille qui me donne le courage de faire des choses que je n'aurais jamais imaginé pouvoir accomplir. » Ce soir-là, la famille se réunit dans le salon pour regarder un film, une tradition qu'ils avaient instaurée les mardis soirs. Mais avant que le film ne commence, Lucas demanda à parler. « Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais surtout, je veux vous remercier d'avoir gardé vivante la mémoire de Julien. Pour l'avoir fait partie de notre famille, même s'il n'est plus là. » Marcel fut ému. « Mon fils, Julien fera toujours partie de notre famille. Et à travers toi, il continue d'aider d'autres personnes chaque jour. Et je veux que vous sachiez, poursuivit Lucas, que malgré toute cette histoire de documentaires et de conférences importantes, ce qui me rend le plus heureux, c'est de savoir que je vous ai, que j'ai un père qui m'écoute, une sœur qui prend soin de moi et une grand-mère toujours prête à me serrer dans ses bras quand j'en ai besoin. » Sophie étreignit Lucas. « Lucas, tu sais que nous aussi avons de la chance de t'avoir, n'est-ce pas? Tu nous as appris ce qui compte vraiment dans la vie. » Madeleine se joignit à l'étreinte. « Cette famille est la preuve que l'amour n'a rien à voir avec le sang. Il s'agit de choix, de dévouement et de tendresse. » Marcel compléta l'étreinte collective. « Et il s'agit aussi de pardon, de compréhension et du courage de recommencer, même quand il semble trop tard. » 6 mois plus tard, la famille Dupont était sur scène dans un grand auditorium à Paris, présentant son projet à un public d'experts internationaux en développement infantile. Lucas, maintenant âgé de 13 ans et visiblement plus confiant, parlait du programme de thérapie assisté par les pairs. Ce que nous avons appris, c'est que les enfants qui ont vécu des expériences difficiles ont une capacité particulière à se connecter avec d'autres enfants dans des situations similaires, déclara Lucas au micro, sans aucune trace de nervosité. Nous ne sommes pas des thérapeutes professionnels, mais nous sommes des experts en survie et en surmontant les épreuves. L'auditoire écoutait avec une attention respectueuse, et beaucoup prenaient des notes. Le plus important, continua Lucas, c'est que personne ne fait cela seul. Chaque enfant a besoin d'adultes qui croient en lui et le soutiennent. Je n'ai pu aider d'autres personnes que parce que j'ai une famille qui me donne force et sécurité. Marcel et Sophie observaient depuis le côté de la scène, fiers de l'éloquence et de la maturité que Lucas démontrait. Lorsque Lucas termina sa présentation, il fut applaudi debout par toute l'assistance. Plusieurs personnes s'approchèrent ensuite pour poser des questions et demander des informations sur la mise en place de programmes similaires dans leur pays. Pendant la pause, une déléguée de Belgique s'entretint avec la famille. « Avez-vous une idée de l'impact que votre histoire provoque? Nous avons déjà 6 pays intéressés par l'adaptation de votre modèle d'orphelinat familial. » « En vérité, dit Marcel, notre objectif n'a jamais été de créer quelque chose de grand. Nous voulions simplement honorer la mémoire de mon fils en aidant des enfants qui avaient des besoins d'une famille. Et c'est précisément pour cela que cela fonctionne, répondit la déléguée. Parce que cela est né d'un amour authentique, pas de théories académiques. Lucas s'approcha du groupe. « Papa, il y a une dame d'Allemagne qui veut savoir si nous pouvons aider à former une équipe là-bas. Qu'en penses-tu? » « Mon fils, qu'en penses-tu? Serais-tu prêt à voyager en Allemagne pour enseigner à d'autres ?» Lucas sourit. « Je le ferai, mais seulement si vous veniez tous avec moi. Et si tante Madeleine pouvait venir aussi. Elle en sait bien plus que moi sur le soin des enfants. » Sur le vol de retour vers Paris, Lucas regardait par le hublot en pensant à combien sa vie avait radicalement changé en moins d'1 an. « À quoi penses-tu » demanda Sophie, assise à côté de lui. « Je pense que Julien doit rire en ce moment, voyant comment une simple promesse est devenue tout cela. Tu crois qu'il imaginait que cela arriverait? » « Non, dit Lucas. Je pense qu'il voulait juste que son père sache qu'il avait tout pardonné. Mais peut-être savait-il que le pardon a ce pouvoir de transformer les choses. » Marcel, assis devant, se retourna pour participer à la conversation. « Mon fils, je peux te confier un secret. » « Bien sûr. Ces derniers mois, j'ai ressenti la présence de Julien d'une manière très forte, pas de façon surnaturelle, mais dans les bonnes choses qui arrivent chaque jour. Chaque enfant qui sourit à l'orphelinat, chaque cas que tu résous à l'hôpital.
chaque moment heureux que notre famille partage. J'ai l'impression que c'est lui qui continue à répandre l'amour dans le monde à travers nous. Lucas serra la main de son père. « Papa, tu crois qu'on va pouvoir aider beaucoup d'enfants dans le monde? Mon fils, nous aidons déjà. Et le plus important, nous construisons un réseau de personnes qui continueront à aider même quand nous ne serons plus là. Comment ça? Chaque personne qui apprend nos méthodes va en enseigner à d'autres. Chaque enfant que nous aidons va grandir et aider d'autres enfants. C'est comme planter des graines qui porteront des fruits pour des générations. » Madeleine, qui avait dormi pendant la majeure partie du vol, se réveilla à ce moment-là. « De quoi parlez-vous avec tant de sérieux? » « Nous parlons de la façon dont l'amour se multiplie quand il est partagé, » répondit Lucas. « Ah, ça je le comprends très bien, » dit Madeleine en souriant. « C'est ce que j'ai vu se passer à l'orphelinat toutes ces années. Un enfant qui se sent aimé trouve toujours un moyen d'aimer un autre enfant. » Le lendemain, de retour au foyer Saint-Martin, Lucas trouva une lettre qui l'attendait. Elle était de Camille, la jeune fille qu'il avait aidée à l'hôpital quelques mois plus tôt. « Salut Lucas, j'espère que tu te souviens de moi. Je suis Camille, de l'hôpital. Je voulais te dire que mon frère Hugo et moi allons bien. Nos parents sont toujours séparés, mais nous avons appris à être une famille différente, mais toujours une famille. Et tu sais quoi? J'ai commencé à aider d'autres enfants à l'école qui traversent des situations similaires. J'ai appris de toi que notre douleur peut devenir une force pour aider les autres. Merci de m'avoir appris que nous n'avons pas besoin de tout porter seul. Camille. » Lucas montra la lettre à Marcel, qui était dans le bureau de l'orphelinat en train de revoir les plans pour la prochaine extension. « Papa, regarde ça. Camille aide d'autres enfants maintenant. » Marcel lut la lettre et sourit. « Mon fils, c'est la preuve que vous créez quelque chose qui va bien au-delà de ce que vous imaginiez. Chaque personne que vous touchez devient un multiplicateur d'espoir. » « Ça me rappelle une chose que Julien disait toujours, » commenta Lucas. « Quoi ? » Il disait que la meilleure façon de guérir une blessure, c'est d'aider quelqu'un à guérir la sienne. Que quand on se concentre à soulager la douleur d'une autre personne, notre propre douleur devient plus petite. Cet après-midi-là, Lucas était dans la cour de l'orphelinat à surveiller les jeux des plus petits quand Léa s'approcha. « Lucas, une famille intéressée par l'adoption de Thomas est arrivée. Tu peux lui parler ?» Thomas était un garçon de 6 ans qui était arrivé à l'orphelinat récemment et qui était encore en train de s'adapter. Lucas savait que le processus d'adoption pouvait être à la fois merveilleux et effrayant pour les enfants. Bien sûr, où est-il? Dans sa chambre, un peu nerveux. Lucas trouva Thomas assis sur son lit, serrant un ours en peluche qu'il avait reçu à son arrivée. « Salut Thomas, je peux m'asseoir ici avec toi. » Le garçon hocha la tête mais ne dit rien. « Léa m'a dit qu'une famille veut mieux te connaître. Comment tu te sens? »« J'ai peur, » avoua Thomas à voix basse. « Peur de quoi? Et s'ils ne m'aiment pas quand ils me connaîtront mieux? Et si je fais quelque chose de mal et qu'ils me renvoient ?» Lucas se souvint d'avoir ressenti des peurs similaires au sujet de sa propre adoption. « Thomas, je peux te dire un secret? Oui, quand mon père et ma sœur ont voulu m'adopter, j'avais très peur aussi. Je pensais qu'ils changeraient peut-être d'avis en découvrant qui j'étais vraiment. Et ils ont changé d'avis? Non, Thomas. Tu sais pourquoi? Parce qu'une vraie famille, c'est aimer la personne comme elle est, avec toutes ses qualités et ses défauts. Quand quelqu'un veut faire partie de ta famille, ce n'est pas parce que tu es parfait. C'est parce qu'ils voient quelque chose de spécial en toi et veulent te faire partie de ta vie. » Thomas regarda Lucas avec intérêt. « C'est comment d'avoir une famille? C'est très différent de vivre ici. » C'est différent, mais pas nécessairement mieux ou moins bien. C'est juste différent. Ici, tu as beaucoup de frères et de tantes pour s'occuper de toi. Dans une famille, tu as moins de personnes, mais elles ne sont qu'à toi. Et si je ne sais pas comment être un fils? Lucas rit avec tendresse. Thomas, personne ne naît en sachant comment être un fils, un père, une mère ou un frère. On apprend ensemble, en faisant des erreurs et en réussissant aussi. L'important, c'est d'être patient les uns envers les autres. Tu viens encore ici même si tu vis avec ta famille? Bien sûr, parce qu'ici c'est aussi ma maison. Et même quand tu vivras avec une famille, ici sera toujours ta maison aussi. Les gens qui se sont occupés de toi ici auront toujours une place spéciale dans ton cœur. Thomas s'anima un peu. Alors je peux avoir 2 maisons?
Bien sûr, et tu peux avoir beaucoup de gens qui t'aiment à différents endroits. 2 heures plus tard, Lucas accompagna Thomas pour rencontrer la famille intéressée par son adoption. C'était un couple dans la quarantaine qui n'avait pas pu avoir d'enfant biologique et avait décidé d'adopter. « Thomas, dit la femme en s'accroupissant pour être à sa hauteur, je m'appelle Nathalie et voici mon mari Nicolas. Nous aimerions beaucoup faire plus ample connaissance avec toi. » Thomas se cacha un peu derrière Lucas, mais il était visiblement curieux. « Vous avez d'autres enfants ?» demanda-t-il timidement. « Non, répondit Nicolas. Tu serais notre premier enfant. Nous attendons depuis longtemps de trouver le bon enfant pour faire partie de notre famille. »« Et si je ne suis pas le bon enfant ?» demanda Thomas avec l'honnêteté typique des enfants. Nathalie sourit. « Thomas, nous en avons beaucoup parlé. Nous ne cherchons pas un enfant parfait. Nous cherchons notre enfant. Et quand nous avons vu ta photo et lu ton histoire, nous avons senti que tu pourrais être notre fils. » Lucas observait l'interaction, prêt à intervenir si Thomas se sentait mal à l'aise, mais il remarqua que la conversation coulait naturellement. « Vous avez un chien ?» demanda Thomas, changeant de sujet comme le font les enfants. « Oui, » dit Nicolas, enthousiaste. « Une chienne qui s'appelle Miel. Elle adore les enfants. »« Je n'ai jamais eu de chien, » dit Thomas, les yeux brillants. « Eh bien, si tu veux visiter notre maison, tu pourras aussi rencontrer Miel, » suggéra Nathalie. Thomas regarda Lucas, cherchant son avis. « Thomas, aimerais-tu visiter leur maison ?» demanda Lucas. « Tu peux y aller et ensuite revenir ici pour parler de ce que tu as ressenti. »« Je peux y aller et revenir ?»« Bien sûr, » confirma Nathalie. « Nous voulons que tu te sentes complètement à l'aise avec ta décision. » En fin d'après-midi, Thomas revint de sa visite visiblement excité. Il chercha Lucas immédiatement. « Lucas, leur maison est vraiment cool. Et Miel m'a léché tout le visage. »« Tant mieux, Thomas. Comment t'es-tu senti là-bas? Ils m'ont laissé choisir quelle chambre je voulais. Et Nathalie cuisine très bien. Et Nicolas m'a montré un atelier où il travaille le bois. Il a dit qu'il pourrait m'apprendre. On dirait que la visite t'a plu. »« Oui, mais Lucas... » Thomas devint plus sérieux. « Et si la maison me manque? Thomas, avoir le mal du pays, c'est normal. Il me manque encore certaines choses de quand je vivais ici. Mais la nostalgie n'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire que tu as de bons souvenirs et des gens que tu aimes. Et tu penses que je devrais accepter d'être leur fils ?» Lucas réfléchit attentivement avant de répondre. « Thomas, je pense que tu devrais faire ce que ton cœur te dit. Si tu t'es senti bien avec eux, si tu t'es imaginé heureux dans cette maison, c'est peut-être un signe que ça pourrait marcher. Mais si ça ne marche pas? Thomas, rien dans la vie n'est garanti. Mais parfois, il faut avoir le courage d'essayer d'être heureux. Et souviens-toi, tu auras toujours des gens ici qui croient en toi, quoi qu'il arrive. » 2 mois plus tard, Thomas était officiellement adopté par Nathalie et Nicolas. Le jour de son départ définitif, toute la famille du foyer se réunit pour lui dire au revoir. Ce fut un mélange de joie et de tristesse, comme toujours lorsqu'un enfant trouvait une famille. Lucas a prononcé un petit discours pour Thomas au moment des adieux. « Thomas, nous sommes très heureux parce que tu as trouvé une famille qui t'aime. Mais souviens-toi, tu seras toujours notre frère aussi. Cette porte sera toujours ouverte pour toi et nous voudrons toujours savoir comment tu vas. » Thomas a serré Lucas très fort dans ses bras. « Lucas, merci de m'avoir appris que je n'ai pas besoin d'avoir peur d'être aimé. » Fin de l'histoire. Et vous, chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cette histoire de résilience et de famille? Croyez-vous que l'amour peut vraiment guérir des blessures si profondes? Commentez ci-dessous en nous disant quelle partie a le plus touché votre cœur. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes qui montrent le pouvoir transformateur de la compassion humaine.